Et alors, vous faites des répétitions du débat avec Fabius. Oui. Alors ça, c'est très très drôle. Il joue tellement bien son rôle que Mitterrand brise la On caméra. dit pas Mitterrand. Hein. Mitterrand. Oui, parce que Mitterrand, c'est ceux qui n'aiment pas Mitterrand. Oui. Paf. Tout raté. Non. Mais Il faut que des gens de droite existent. Hein. Chevènement et Jack Lang m'ont refait exactement la même remarque. C'est vrai? Oui. Ah, c'est drôle. Oui, oui, parce qu'on était obsédés par ça. Mitterrand nous avait dit ceux qui m'aiment pas, ils disent ça comme ça. Bon, d'accord. Bon. Il aimait les arbres, les camélias, les ânes, les orbes de la féminité, les ocres de Venise, le secret. Il avait horreur du tutoiement, il aimait la prose subtile de Ségalène, de Gracq, de Chardonne, de Mauriac et de Sagan. Il aimait cette sensibilité si intimiste, ce passisme ombreux, ces alentours de la foi qui le ramenaient souvent à Vézelay. C'était un écrivain qui se dédoublait en permanence, l'esthète observait l'auteur. Et même aux portes de la mort, il tenait un rôle tout en assistant à son propre spectacle, avec la délectation de l'amateur éclairé. Alors perdre sans oublier de jouir, c'était son côté abbé de course Louis XV. Gagner sans oublier que la politique est un jeu littéraire et que seule la mort n'est pas un jeu tout en restant de la littérature. Et jusqu'au bout, avec une maestria superbe, il aura été le scribe de sa propre disparition. Alors, ce monarque désenchanté qui serinait en aphorismes chardonniens, les vérités sépia de feu la République des maîtres d'école. Une symbolique l'aura hissé au-dessus de son étiage. Il l'évitera béatement dans l'ouate des servilités. Ce qu'il incarne, c'est ce qui le dépasse. Et tout pouvoir se doit de le sacraliser. Ce pouvoir serait malsain dans son essence, pervers dans ses effets, monotone dans ses rituels. Alors, aux approches du dénouement, c'est du Sophocle. Les chœurs se taisent, les comparses disparaissent, l'inconscient collectif couronne son roi, cette divinité grecque au désir capricieux et cruel, mutine, volage, pute et bigote, oublieuse et rémunérée. Serge Moati, bonsoir. Bonsoir. Alors, Serge Moati, on va parler très rapidement de votre père, qui était socialiste, résistant, déporté en concentration. Et une chose, quand il est en camp, il voit en rêve un rabbin qui lui dit « Tu vas t'en sortir, tu vas avoir un fils et tu vas l'appeler Henri. » Mais oui. C'était drôle, il s'en est sorti. Parce que, Dieu merci, ils n'ont pas su qu'il était juif dans le camp. Il était arrêté comme résistant, donc politique. Hein. Donc il a pu sortir. En se sauvant, on l'a mis en prison à Paris pour un complément d'enquête. Vous savez, les résistants, on les mettait là, à la prison des Tourelles, qui est maintenant devenue le siège de la DGSI, et qui m'ont fait visiter d'ailleurs la cellule de papa. Et donc, il s'est sauvé. Je ne sais pas comment, mais il s'est sauvé. Et après, il a rejoint le Parti socialiste clandestin. Il a remis les clés de Paris à De Gaulle. Au nom des, j'adore. Au nom des journalistes socialistes. Alors, le drame, à 11 ans, vos parents meurent. Et alors, vous en parlez dans Le Vieux Orphelin, l'anecdote est extrêmement drôle. C'est Léon Zitrone. Vous partez en colonie de vacances. Oui. Ah, ça, c'est génial. C'est n'importe quoi. J'ai fait n'importe c'est quoi faux pour cacher. Non, Ah non, j'ai cru que vous me disiez à ma question, c'est n'importe quoi. Pas du tout. Non, c'est moi qui suis n'importe quoi. C'est-à-dire que j'étais tellement honteux d'être orphelin, différent des autres, quoi, etc. J'étais dans une colonie de vacances de l'ERTF parce que mon papa était journaliste à l'ERTF, etc. Et, enfin, l'ERTF de l'époque. Hein. Et quand on me demandait qu'est-ce qu'ils font tes parents, j'ai dit, c'est Léon Zitrone, c'est lui qui présente le journal, là, c'est lui, c'est mon papa. Quoi, c'est le fils de Zitrone? Ah oui, j'étais le fils de Zitrone, j'étais devenu une sorte de star. Les filles vous sautaient dessus. Pardon? Toutes les filles vous sautaient dessus. Pas franchement. Enfin, bon. J'avais mon petit ticket. Et le cauchemar, c'est que les enfants de Zitrone sont arrivés. C'est génial, ça, quand même. Oui, enfin, j'aurais aimé un autre destin. Alors, il y en a une anecdote qui est très bonne sur ça. Après, vous dites que votre mère, c'est la reine Elisabeth. Ah oui, non, mais je m'inventais sans arrêt des choses pour éviter le cauchemar. Ouais. Non, vraiment. Oui, mais... beaucoup d'orphelins m'ont dit ça aussi après, quand j'ai travaillé à la rencontre de mes frères et sœurs orphelins.
j'avais inventé, alors on va savoir pourquoi, que j'étais pensionnaire dans un grand dortoir, vous savez, au lycée Michelet à Vanves, à ce moment-là. Et j'avais inventé que mes parents, ma mère, c'était la reine Elisabeth. Et Mitterrand a fait quelque chose de Ah non, terrible. ouais, Je vous laisse raconter. ouais. Je ne gâche pas vos années. S'il vous plaît, ne spoilez pas. Et j'étais donc, je parlais avec elle, quoi. Je parlais avec elle vraiment, maman, Daniel, bon, etc. Et je cachais aussi mon prépuce coupé. Vous avez un phimosis. Bah, Ah, non, non. quoi, un phimosis, la circoncision des Juifs, ça va pas, non, pauvre type. Et donc, j'avais inventé la reine Elisabeth et je cachais le prépuce coupé comme ça. J'avais pas envie qu'on m'amène en camp de déportation, moi aussi. Et donc, voilà que Mitterrand, des années après, j'étais son conseiller audiovisuel, vous savez. Mitterrand me dit, qu'est-ce que vous faites? C'était l'après-midi de mon mariage, en plus. Qu'est-ce que vous faites en fin d'après-midi? Vous savez bien, vous m'avez envoyé un gentil cadeau, je me suis marié, voilà. Il dit, si vous êtes libre en fin d'après-midi, venez avec moi à Londres, en visite d'État. Je suis très étonné quand même, enfin, et ravi. Alors il me dit, il me dit, le service du protocole va vous appeler. Tchtok, il raccroche. Le service du protocole, il nous explique comment il faut s'habiller, tout ça. Ma femme était déjà enceinte, un peu. Et enfin, un peu, oui. Et moi, bon. Et alors, je suis allé au corps de chasse, là, vous savez, l'endroit où on loue des trucs comme ça. J'ai pris une espèce de truc ridicule que j'arrivais pas à fermer. Ils m'ont dit, mais ça se porte ouvert, parce que j'étais gros. Et je suis toujours d'ailleurs. Mais enfin, j'étais encore plus gros. Et ma femme cachait par une robe longue absolument splendide. Et dans l'avion, on nous apprend à faire le baise-main, comme si ils croyaient naïvement que je ne savais pas comment on faisait. Mais moi, j'avais tendance à la faire à la turque, c'est quand c'est la Malek, comme ça, etc. Mais non, il faut dire bonjour madame. Très bien. Et donc, on traverse Londres en carrosse. Je salue mon peuple. On arrive à Buckingham et on nous présente à la reine. Et j'entends un huissier qui dit on pousse comme ça. Et je vois là-bas l'usurpateur, le prince Charles, usurpateur, parce que c'est moi qui aurais dû être. Mitterrand, le prince Philippe, hein, la reine. Alors je fais comme ça, et j'arrive devant la reine, et là je suis bouleversé parce qu'on se ressemble. Vous vous rendez pas compte, mais j'ai le type Hanovre. Et elle a envie de me prendre dans ses bras, je le sens bien. Enfin bon, my secret mom, my secret son, enfin bon, c'était toute une histoire, quoi. Et Mitterrand, c'est affreux à ce moment-là, il dit pas un mot, mais comme ça, il fait comme ça. Votre maman. Ça, c'est terrible. C'est et tout là, François j'étais Mitterrand. mais tout. Mais sans bouger, comme ça. Votre maman. Votre maman. Putain, je sais plus quoi. J'étais comme ça, etc. Votre maman. J'avais envie qu'elle me prenne dans ses bras. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle? Comment marche la télévision régionale en France? Parce que j'étais patron de France 3. Une question complètement absurde. Et je commence un long discours. Ah oui. C'était ridicule. C'était ridicule. Et Mitterrand me fait... Ça va. Et on me pousse. Parce que moi, j'avais dit, voilà, nous avons 13 régions, un journal régional par région. Et puis, etc. Et après, il y a un dîner. Et M. Thatcher me dit, mais comment vous faites avec tous ces gens de gauche à la télévision? Je dis, vous savez, on est plutôt à gauche, Mitterrand et moi. Alors, 12 ans. Bon, voilà l'histoire. 12 ans, premier échec. Vous voulez passer le casting des 400 coups. Ah oui, atroce. Et Jean-Pierre Léo est pris à votre place. Comme l'histoire le retient. Ouais. Et pourquoi vous n'avez pas été pris? Ah ben voilà, d'abord parce que tout bêtement, Léo était vachement meilleur. Ah oui. Non mais vraiment, c'est aussi con que ça. Hein. Et donc et Truffaut, avec qui j'étais ami jusqu'à sa mort, me dit cette phrase adorable. Il me dit, tu comprends, lui il veut être acteur, toi tu veux être metteur en scène. Et c'est vrai, je voulais être metteur en scène. Genre, allez, lui ça lui fera plaisir, toi tu t'en fous. Mais par contre, tu viendras tous les jours sur le tournage des 400 coups. Adorable. Et il me laissait regarder dans la caméra tout le temps, mais tout le temps. Et il fallait que je donne un avis. Vous vous rendez compte? Alors je dis, ouais, c'est pas mal, mais enfin, tu sais, peut-être que tu devrais, comment on dit déjà, resserrer. Oui, c'est ça, resserrer. Bon, enfin, etc. Et ça a duré comme ça. Et après, il me disait, bon, allez, c'est Henri, parce que je m'appelle Henri. Henri est d'accord, moteur. Et je faisais le clap et tout ça.
Et ça a duré tout le Et là, tournage. à 12 ans. Ouais. Alors, Et voilà, et ça m'a complètement... Et à 14 ans, j'ai fait mes premiers courts-métrages. alors est-ce que c'était à 14 ans que vous avez fait ce film amateur que vous avez présenté en Italie, Ah oui? qui s'est fait Vous êtes très huer? informé. Et alors, il y a une chose merveilleuse, c'est Bernardo Bertolucci Ah ouais. Adorable. vous prend dans ses bras et vous console. Ah oui, c'était tellement C'était gentil quoi de ce sa part. film? Oh, ça s'appelait Les Manches retroussées. Parce qu'on habitait à Bagneux, un HLM avec ma sœur qui m'avait élevé. Et il y avait un MJC, vous savez, à côté. C'était le patron de la MJC. Et je lui ai dit que je voulais être metteur en scène. Ça, il m'a donné un peu d'argent, enfin bon, pour faire le petit film, qui ne vaut rien. Et quoique, enfin bon, les historiens plus tard diront. Bon. En tout cas, Bernardo Bertolucci a été une sorte de grand frère latino, pour le coup. Et ça a été formidable. Il m'a dit, tu sais, ça arrive de se faire siffler moi-même. Adorable, adorable. Et alors, à 17 ans, là, en plus, c'est amusant comment vous vengez de l'histoire. Parce qu'à 17 ans, un réalisateur vous demande de bloquer une rue pour faire un film sur des prostituées. Et vous n'arrivez pas à bloquer la rue, enfin, il y a des emmerdes. Et il vous traite comme une merde, Ah ouais. il vous insulte. Et il m'oublie surtout. Il vous oublie. Je bloquais la... m'oublie. Il m'oublie. Et je les vois aller dîner, déjeuner, etc. Et moi, j'étais là comme ça. Enfin bon, et je râle quand je les vois cet partir. acte pour les sourds-muets. Non, mais je râle quand je les vois partir fin de journée. Enfin, j'étais content, les mecs. Et moi, j'étais oublié, comme ça. Et il me dit, bah, t'as qu'à faire l'IDEC, hein, voilà, l'école de cinéma, tu fais pas chier. Fais pas chier. Très bien. Des années passent, je suis patron de France 3. 20 ans. 20 ans passent. Et ce mec demande rendez-vous à ma secrétaire. J'ai dit, ah oui, tout de suite. Ah oui, tout de suite. Mais vraiment, et alors elle était étonnée, parce qu'en général, il y avait un genre un délai de 3 semaines, ou je sais pas quoi. Et il vient. Je dis, ah, je suis content de vous connaître. Et qu'est-ce qui vous amène, etc. Et je suis assez bon comédien, vous savez, le genre. Enfin, je lui dis, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Enfin, dites-moi. Je voudrais faire un film sur l'adolescence. Ah, je lui dis, c'est bien. C'est étrange que vous vouliez faire un film sur l'adolescence. Qu'est-ce que vous savez de l'adolescence? Alors, il commence un peu à trouver ça étrange. Parce que vous avez fait beaucoup de mal à un adolescent. C'est moi, et quand vous étiez petit. Alors maintenant, vous allez vous en aller. Vous verrez un de mes collaborateurs. Au revoir, merci. Satisfaction absolue de ma part. Honteuse satisfaction. Vous financiez le film. Non, mais il voulait que je le finance son Vous film. ne l'avez pas financé? Bah non, il manquait plus que ça. Moi, j'allais dire justement, Mais non. votre grandeur d'âme. J'en ai aucune. J'ai lu complètement de travers dans. Mais d'ailleurs, vous avez. Non, il manquerait plus que ça. Ah oui. Non, je pensais au contraire. J'étais un que nul. Vous aviez une grandeur d'âme incroyable et que. Il est Non, connu. je suis désolé de vous décevoir. Ah bah non, oui, il n'est pas connu en plus. Il n'est pas connu. Mais non, il Aucun attard. est nul. Voilà. D'ailleurs, il y a toujours des histoires avec des putes parce que vous faites Avec par des exemple. putes? Oui, au Niger. Ah oui, alors? Vous faites, c'est assez amusant parce que. Je savais pas que j'avais des histoires avec des putes, moi. Ah ben, c'est ce que vous. Allez-y, allez-y. Vous avez lu votre livre? Oui. Ah oui. Mais alors vous racontez que vous traîniez un peu, vous faisiez une sorte de reportage là-bas, et vous traîniez avec les prostituées locales, vous leur payez à manger, vous gardez leurs enfants. Oui, j'étais babysitter. Ouais, Et des enfants de prostituées. C'était trop mignon. C'était trop mignon. Et alors, bon, on va passer 68, et là vous faites un film sur l'Afrique, le Nicaragua. Hein? C'est pas tout à fait l'Afrique, le Nicaragua. Oui, non, oui, là j'ai un problème Comment de lui géographie. expliquer? Pas grave. C'était sur l'Afrique ou le Nicaragua? Mais attendez, mais de quoi vous me parlez? C'était le premier truc que je tournais pour 5 colonnes à la une. Voilà, Nicaragua. c'est ça. Et alors? Et alors, quand vous montrez le film, on dit tu commences quand le montage? Affreux, Pierre Desgroupes me dit ça. Patron de 5 colonnes à la une. J'avais travaillé comme une bête. Enfin, c'était mon premier film, vous vous rendez compte, j'avais 19 ans. Hein. Bon, j'étais très inquiet. Et arrêtez de parler là-bas. Et j'étais très inquiet. Et il me dit, devant tout le monde, bon, tu commences quand le montage? Alors, j'avais monté pendant 2 mois. Affreux. Et Donc, quel rapport avec le Nicaragua? aucun, c'était Aucun. l'actualité. Ah, Il y avait oui. eu un coup d'État et Ah moi, oui. je devais filmer le coup Et d'État. le film montrait le coup d'État? Oui, enfin les coulisses, tout ça, etc. Ah, oui. Mais c'était génial pour moi de faire ça. Après, j'ai suivi la guerre du Vietnam. Plusieurs fois, je suis allé au Vietnam. Et je me prenais pour un vrai metteur en scène. Je sortais avec mon viseur, comme ça, je regardais. Et les mecs me disaient, mais t'es fou, putain, et ça tirait dans tous les coins. Et moi, je faisais, on se met là, s'il vous plaît, et puis attention. Non, enfin, bon.
J'étais Alors, barjo. En 72, là, la carrière d'escroc commence. On vous demande une reprise de Sang Noir, qui était un bouquin de l'époque. Et on vous demande, tu l'as lu? Ah bah bien sûr, j'adore. J'adore. Et non, Pierre Sabag. C'est encore mieux. J'avais fait 2 films de fiction déjà. J'avais 23 ans. Hein. J'avais 2 films de fiction qui avaient eu des prix, figurez-vous. Le Sagouin de François Mauriac et Le Nœud de Vipère de François Mauriac. Les deux, j'adorais Mauriac. C'est mon côté force de l'esprit, comme dirait Mauriac, comme dirait Mitterrand. Et donc, je suis convoqué par Sabag, qui me dit, un autre président de chaîne te demanderait de faire un autre film. Alors je me dis, catastrophe, il veut me virer, je sais pas quoi, c'est affreux. Il me dit, je t'en propose 8. 8 ? Oui, c'est le pain noir. Et moi j'entends le sang noir. Mais je fais pas exprès. Hein. Je dis le sang noir, c'est vrai d'ailleurs, j'adore. Il y a peut-être un petit malentendu entre nous, c'est pas le sang noir, c'est le pain noir. Ah mais j'ai dit, j'adore encore plus. J'avais pas lu une ligne. Il me dit, ça tombe bien parce que tu le vois demain matin à 9h. Putain, donc je dis, ah mais très bien, je serais ravi. Je ne sais pas du tout ce que c'était le pain noir. Et j'ai couru à la une, à côté de la boulevard Saint-Germain, qui était encore ouvert à cette heure-là. Et 4 tomes. Je n'avais pas lu une ligne. Donc j'apprends par cœur une phrase. Un vieil ouvrier ou un jeune ouvrier, il dit avec des mains comme ça, tu vas faire des miracles. À 9h du matin, le lendemain, je vois un homme magnifique, Georges-Emmanuel Clancier, écrivain, qui a fait ça. Et je lui dis, pour moi, maître, votre œuvre se résume à une phrase. C'est quand le vieil ouvrier voit le jeune ouvrier. Et il dit, avec des mains comme ça, tu vas faire des miracles. Et je vois ses yeux qui s'embuent de larmes. On n'a jamais parlé aussi bien de mon livre. Et je me suis retrouvé, mais histoire vraie, hein, et je me suis retrouvé avec 3 ans de tournage, la plus grosse production de l'ERTF de l'époque, et le plus gros budget de l'ERTF de l'époque. Comme on dit, il faut toujours juger les livres avant de les lire de peur d'être influencé. mais j'avais eu la même histoire. J'ai reçu un invité, je ne dirai jamais qui c'est, Ouais. mais un écrivain très 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 célèbre qui avait écrit une vingtaine de livres. Ouais. Et il avait déclaré à propos de mon émission qu'en 50 ans d'interview, il n'avait jamais connu quelqu'un qui connaissait aussi bien son œuvre. Et ben voilà. Et j'avais jamais lu, Ben voilà. j'ai jamais lu une ligne de... Ben oui, ben c'est ça, exactement. Et ça a été pour moi le début d'une grosse carrière. Et de ce qu'a dit mon fils dans une interview récente à Télérama, il dit, qu'est-ce que vous a transmis votre papa? Et Félix, mon fils, là, répond, la filouterie. Très bon. Ah ouais, génial. Alors maintenant, on va parler de François Mitterrand. On est en 72-74. on change. On avance. Ouais. Ah, Je le rencontre en 71. 71. Alors, vous le trouvez mauvais à la télévision. Vous trouvez que ses yeux clignotent, Ouais. sa voix s'égare, Ouais. son sourire sonne faux et il n'a pas de belles dents. Oui. Ben oui, je peux pas. Et Mitterrand vous répond, je ne suis pas un artiste de variété. J'avais oublié ça. Oui, très bien. Oui. Mais c'était angoissant parce que je le rencontre, la première fois que je le rencontre, c'est après le congrès d'Épinay, Union de la gauche, tout ça. Il devrait être présente là en ce moment, mais ça ne vient pas. En tout cas, lui, il était premier secrétaire ce soir-là du Parti socialiste. Il doit aller faire une interview à rue Cognac-G, où il y avait la télé de l'époque. Là, hein. Il me dit, accompagnez-moi, on prend sa voiture, on y va. Et la voiture me dit, je déteste la télévision. Je me suis dit, on est bien barré là. Et il me dit, la caméra, c'est ses yeux noirs, là, je déteste ces yeux noirs qui nous fixent comme ça. Oh. Je me dis, je suis foutu, qu'est-ce que je vais faire, moi? Et on arrive à Cognac-G, affreux, etc. On est un peu en avance, il regarde la caméra. Et je dis, mais monsieur, je peux me permettre, derrière cette caméra, il y a peut-être des gens qui vont voter pour vous, on ne sait pas. Il faut s'adresser à eux. Il me dit, c'est pas drôle, Moati. Bon. Et après, je lui dis, il y a peut-être des jeunes femmes jolies qui vous regardent. Et là, j'ai marqué un point central. C'est ce jour-là où votre pantalon a craqué devant lui et qu'il a vu... Ah non, ça c'est autre chose. Je ne sais plus quand c'était ça. Oui, c'était en 75. C'était un meeting où j'étais monté sur une échelle. Et tout le monde me regardait grimper l'échelle avec ma caméra. Et puis, le pantalon, c'est... Ah, j'avais oublié, bravo. Oui, un courant d'air frais me vivifia brusquement le testicule. Oui, c'est vrai. Et donc là, on a ri la première fois ensemble au moment de cette histoire de femme qui regarde la... Parce que vous dites que le débat de 74, débat Mitterrand-Giscard, Mitterrand tombe dans tous les pièges. Tous. Alors et alors, on attend. Pendant ce temps, moi, je fais des émissions bénévolement. J'ai toujours été bénévole auprès de Mitterrand. Je faisais ma vie de metteur en scène, par ailleurs. Et donc, lui m'appelait tous les soirs
quand Le Pain Noir passait. Et il me parlait de mise en scène. C'était vachement beau. C'était... Allô, c'est François Mitterrand. J'avais la trouille. Hein. Et il me parlait de mise en scène. La caméra, là, à ce moment-là, enfin, je sais pas quoi. Bon, bref, formidable. Et je faisais des émissions. Il y avait un truc qui s'appelait La parole est au grand parti politique pour les campagnes présidentielles et tout ça. Je faisais ça. Et un jour, je lui ai trouvé Anne Sinclair. C'était magnifique. Elle était belle. Bon. J'avais compris le truc, quoi, quand il avait ri sur mon histoire. Elle était belle et terrible. Non, mais Elle était belle. j'ai dit, elle était belle. Elle est belle. Ce regard de tueur. Non, mais j'ai compris, il fallait le mettre dans un état, hein, et il fallait que je filme son regard sur les femmes. Son regard de tendre, et pas son regard de... Bon. Enfin, voilà, bon. Bref, on arrive en 81, je la fais courte, hein, parce qu'on arrive en 81, et là, on s'est dit, si on n'y va pas cette fois-ci, on est foutu, quoi. Et avec Robert Badinter, on écrit une série de règles, 21 règles, vous vous rendez compte, en espérant peut-être que les autres n'accepteraient pas. Oui, côté Giscard. Vous avez vraiment été les chers absolus parce que vous avez posé 21 conditions totalement délirantes, en fait. Totalement, le but étant enfin, les conditions les plus absurdes possibles, avec les maîtres, pas de plan. Non, mais c'est pas si idiot que ça, vous savez. Ouais. Non, parce que, regardez, on parle pas de la même façon si on est à 2,70 m ou à 20 cm. Ouais. Enfin, ça, c'est évident. À 20 cm, j'aurais Non, moi non plus. Moi aussi. Mais non, c'était pas des règles idiotes, c'était des règles qui font partie de l'alphabet de la télévision. Par exemple, là, vous me filmez de profil, c'est pas la même chose que si vous me filmiez en gros plan. Et là, non, mais vous dites, il y a une grammaire, c'est un langage, l'audiovisuel. alors, Non, mais je suis sérieux, là. Mais alors, il y a pas de plan de coupe. Non, Pourquoi? parce que le plan de coupe, vous me parlez là, si je fais, il fait chier, enfin, il est fou, enfin, non, j'exagère. Mais le plan de coupe, il peut terrasser celui qui parle, évidemment. Donc, pas de plan de coupe. Celui qui parle, on le voit, et celui qui parlera ensuite, on ne le voit pas. Hauteur et place des caméras, Ouais, la hauteur. c'est pas la même chose de parler en contre-plongée ou en plongée. Non, mais c'est des choses évidentes. Ah, mais je Non, parce que vous avez l'air... Pas du tout. Non, je... Non, mais il a l'air de trouver ça idiot. C'est un langage. Mais ça a été mal pris par l'opinion. Enfin, c'est ce que m'avait raconté Jack Lang, parce qu'on a dit que Mitterrand voulait fuir le débat. Oui, enfin, il avait peur, quoi. Voilà. Je l'ai rassuré. Et alors, vous faites des répétitions du débat avec Fabius. Oui. Alors ça, c'est très très drôle. Il joue tellement bien son rôle que Mitterrand brise la caméra. On dit pas Mitterrand. Hein. Mitterrand. Oui, parce que Mitterrand, c'est ceux qui n'aiment pas Mitterrand. Oui. Paf. Tout raté. Non. Il faut que des gens de droite existent. Hein, Chevènement et Jack Lang m'ont refait exactement la même remarque. C'est vrai? Oui. Ah, c'est drôle. Oui, parce qu'on était obsédés par ça. Mitterrand nous avait dit, ceux qui m'aiment pas, ils disent ça comme ça. Bon, d'accord. Bon. Alors nous, on dit Mitterrand. Voilà. Mais encore, vous voulez être sympa. Chevènement et Jack Lang, on dit les deux Mitterrand. On pourrait faire un montage de toutes les émissions. Faites-le. Même Ségolène Royal m'avait dit Mitterrand. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai. Ah là, je vous laisse raconter, car c'est peut-être la plus belle anecdote. C'est François Mitterrand juste avant le débat en 81. Je sais pas, dites-moi. Il y en a eu tellement que je sais plus. Il vient vous voir juste avant le débat en 80, le débat avec Giscard, voilà, et il vous demande votre avis sur Brigitte Bardot. Ah oui, non, on était à la loge de maquillage. Ah non, mais c'est une sorte vraie, hein. On était à la loge de maquillage tous les deux, on était 6 minutes à peu près avant d'entrer en scène. Le débat le plus important pour un homme de cette taille. Et dans le silence absolu, moi je suis derrière lui comme un metteur en scène dans un truc de maquillage, vous savez, derrière la glace. Et brusquement, dans le silence absolu, il me dit « Serge, vous aimez Brigitte Bardot ?» Alors je m'attendais à tout sauf à ça, évidemment. J'ai dit « Oui. » Vous vous souvenez le mépris de Godard? Oui, je me dis, il est barjot, qu'est-ce qu'il a? Enfin, bon. Et quand elle lui demande à Piccoli, vous aimez mes seins? Et il me regarde. Oui. Vous aimez mes jambes? Oui. Et je me disais, putain, pourvu que le patron de l'ERTF, les pontes socialistes, ça n'arrive pas à ce moment-là, ils vont nous prendre pour deux tarlouses, quoi.
Mais Non, mais il y a encore pire, c'est que il vous dit « Je m'adresse aussi aux morts Ah non, non, ouais. ». Et il commence à pleurer. Non, mais attendez. Ah, Spoiler. Donc J'ai il y a tout un sauté. silence. Il y a un silence. Hein. ainsi. Heureusement, parce que j'en pouvais plus. Moi, où on en allait, là, bon. Et puis, je lui dis, moi, vous savez, mes parents qui sont morts quand j'avais 11 ans auraient été tellement fiers, là, s'ils me voyaient avec le futur président et le premier président de la République socialiste. Ils auraient été tellement heureux. Là, il est très ému dans le truc de maquillage. Il me dit, moi aussi, je pense à mes parents morts. Ils sont au cimetière de Jarnac et je sens leur présence aussi. Un temps. Il me dit, Serge, vous croyez aux forces de l'esprit? Oh oui, monsieur, oh oui. Et là, il pleure vraiment. À ce moment-là arrive tout l'état-major du PS, on voit Mitterrand en larmes. Et il y en a un qui me dit, Serge, qu'est-ce que tu lui as fait? Attali qui vous dit ça. Oui, enfin bon. C'est la balance. Ouais, non, parce que... non, mais il avait raison, quoi. Serge, qu'est-ce que tu lui as fait? Et Mitterrand se retourne vers... et dit, Serge a dit exactement ce qu'il fallait me dire. C'est-à-dire que Mitterrand a réagi en acteur. Et ça, c'était formidable. C'est-à-dire qu'il a compris que nous, quand on parle à un acteur dans un film de fiction, et je sais que ça m'est arrivé souvent, il ne faut jamais parler de la scène qui va venir. Il faut transférer. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ne faut pas dire, alors là, c'est le débat le plus important de ta vie. Hein. Il sait. Et il faut puiser dans l'acteur ce qui est le plus émouvant pour lui et le plus lui, et pas autre chose. Et donc voilà, et ça a été très important. Je vous remercie de citer cette anecdote. Ouais. Il y a le 10 mai 81. Oui, ça ne doit pas échapper. C'est très étrange parce que quand Mitterrand s'apprête à avoir le résultat, oui. Il vous parle. De quoi peut parler Mitterrand qui s'apprête à avoir le résultat? Il vous parle de la météo dans le Morvan. Ah, ça, j'avais oublié. Oui, mais en même temps, ça s'oublie. Ah oui, non, mais très calme, très rien, comme ça. Bien, très bien. Je ne sais pas quoi lui dire sur la météo dans le Morvan au moment où ça se passe. Je manque de culture météorologique, peut-être. Enfin, je ne sais pas. Enfin, voilà. Il vous a pris pour un petit batracien? Peut-être. Alors, maintenant, après, il y a l'investiture au Panthéon. Il n'était pas du tout comme ça. Hein. Pas du tout. Comme vous voyez le mépris que vous manifestez. Ah non, pas du tout. Un petit batracien, pas du tout. Ah, mais je savais parfaitement. Est-ce qu'il vous a pris? Non, sûrement pas. J'ai l'impression d'avoir fait une gaffe énorme. Oui. Ouais, de droite, classique. Enfin. Oh. Ah non, en plus, j'aime beaucoup François Mitterrand. Ah bon? Là, vous le cachez bien. Hein. Ah non, je suis un grand... C'est tout sauf un type méprisant. C'est-à-dire, c'est un type qui... On a parlé tellement des forces de l'esprit, de la Bible, de l'Ancien Testament, etc. Il s'en foutait complètement de mes opinions politiques. Il s'en foutait complètement. Mais on avait ce point commun, c'était les forces de l'esprit qu'il a prononcées jusqu'à son dernier discours et ses derniers vœux aux Français, quand il dit « Je crois aux forces de l'esprit », en s'adressant à la France. Hein. Et je ne vous quitterai pas. C'était sublime. Il m'a dit, Serge, vous vous souvenez des forces d'esprit? Et je me suis mis à chialer, là. Il ne fallait pas que je montre que je me chialais, bon, etc. Alors, il y a l'investiture de François Mitterrand. Vous devez la filmer. Et alors, c'est terrible parce que pendant l'investiture, vous perdez de vue François Mitterrand. Je l'ai perdu. Vous le perdez. Et là, il y avait Gaston Defferre. Il me dit, retrouve-le. Il vous menace. Comment ça? J'étais en régie, là, avec Defferre, nouveau ministre de l'Intérieur derrière. Il me dit, retrouve-le. Et moi, je me retourne, j'étais furieux. J'ai dit, écoute, j'y ai pensé, dis donc. Et tous les caméramans me disent, on l'a perdu, on l'a perdu. Et affreux, quoi. Mais moi, j'ai l'impression que ça avait duré 1 heure, mais ça a duré en fait rien du tout. Et il avait mal interprété le geste d'un jeune socialiste. J'avais planqué des jeunes socialistes un peu partout, qui disaient à gauche, à droite, dans les tombeaux qui devaient mettre une rose, vous savez, sur laquelle il devait mettre une rose. Il n'avait pas vu. Vous savez comment il était, il n'avait pas vu. Et donc, un jeune socialiste formidable l'avait repoussé dans le champ des caméras. En bravo. Mais moi, je me suis dit, ça y est, je vais finir dans un goulag social-démocrate. Je suis foutu, quoi. Bon, il sort, il pleut. J'avais pas de bol, hein, mais les orages socialistes, ça devient une tradition. Hein. Il sort, il pleut, et ça dure, parce qu'il y avait Barenboim et l'Orchestre de Paris qui jouaient la 9e symphonie, etc. Et Defferre, toujours le même Defferre, me dit, dis-leur d'arrêter cette connerie de musique. Va arrêter Barenboim et l'Orchestre de Paris sur Beethoven. J'envoie un mec très courageux, et qui rampe comme ça pour aller, et il fait à Barenboim,
Et l'autre, il fait ch'touk, genre je casse mon. Moi, j'avais noté que Defer avait peur qu'il y avait un tireur Ah oui, caché. mais il Il avait aurait dit raison. accélérer la 9e Il symphonie. dit, oui, mais c'est ça. C'est ça? Parce qu'il a dit, t'as pas pensé, il pouvait y avoir un tireur caché sur l'immeuble en face, là. Bah non, j'y avais pas pensé. C'est pour vous dire le climat étrange Ouais. qu'il y avait dans cette accession pour la première fois de la gauche au pouvoir. Alors, le 14 juillet 1980. C'est vrai, ça. Ça, C'est vrai. c'est là Quoi, ça un signe du destin. Vous rêvez que vous avez un signe de François Mitterrand. Ah non, Vous allez dans son bureau. ah non, j'ai pas rêvé, c'était vrai. Ah non? Oui, mais vous allez dans son bureau. Et il me fait comme ça. C'était le 14 juillet. Et étrangement, je lève la tête et je le vois derrière son bureau. Il y avait une foule. Hein, et il me dit, Jean, venez. Et j'y vais. Il vous parle de la météo. Oui. Et moi, je lui parle de mon angoisse devant le fait qu'on a gagné. Bon, ben voilà. Tous les projets que j'avais déposés auprès des chaînes avaient été refusés. Et là, je croulais sous les projets. Étrange. Je raconte ça. Il me dit. Bon. Et un temps, quelle chaîne voulez-vous, Serge? Et comme ça, mais sans réfléchir, je m'attendais à tout sauf à ça. Je dis la 3. Ah, il me dit, je croyais la 2. J'avais pensé la 2 pour vous. Alors je dis pourquoi? Il me dit le cinéma et tout. Non, et là, ça s'est passé exactement comme ça. Je dis non, la 3 plutôt, c'est le cinéma, oui. Non, lui, il pensait cinéma, genre. Hein, c'est la chaîne du cinéma, c'était la 3 à l'époque. Je dis non, non, enfin, je lui fais un cours. Enfin, la 3, c'est plutôt la chaîne du cinéma. Et c'est la chaîne des régions. Ah, il me dit, vous aimez les régions? Je dis, oui, beaucoup. Et voilà. Et le mec, ce que je ne savais pas, le titulaire de la 3, enfin le patron de la 3 avait démissionné le jour même. Et ça, je ne savais pas. Coup de bol. Vous voyez, c'est comme l'histoire de l'autre, là. C'est les coups de bol, c'est le pain noir, le sang noir. Enfin, c'est important, les coups de bol dans la vie. C'est très important. On va passer sur... Je voulais parler des batailles de Polochon avec Philippe Séguin. Mais c'est peut-être assez accessoire. Oui. Oui. Non, mais c'était mon grand pote, Philippe. Ah oui, oui, c'était votre grand pote avec qui vous commandiez des pizzas et vous bagarriez. Ah ouais. Puis il me dit, comment tu peux être de gauche? Enfin bon. Alors, débat Chirac-Mitterrand. Mais c'était comme mon frère, hein, Philippe oui. Séguin, mon grand frère. Ouais. Et vous voulez une histoire de distance. Il faut 2,20 m entre les deux. Mais c'est vachement important. Et alors pourquoi vous faites croire à 2,80 m? Mais pour qu'on obtienne 2,70 m. Vous dites jamais. Le vous dites jamais. Pour qu'on obtienne. J'ai été élevé dans les souks de Tunis, moi. Je sais parfaitement qu'il faut faire croire à autre chose que ce qu'on veut obtenir. Enfin, c'est élémentaire, non? Il n'est pas très malin. Non. Bah, il est gentil. Oui. Bien élevé, tout ça, mais bon, il n'a jamais négocié dans les souks. Non. Mais c'était pourquoi il fallait qu'il soit plus éloigné? C'était mieux s'ils étaient... Mais on ne parle pas pareil, encore une fois. Non. Ben, quand on est là à cette distance, on ne parle pas pareil que si vous êtes là-bas. Non, mais c'est des choses élémentaires. Bien sûr, bien sûr. Et je montre ça dans mon film Mitterrand et la télé, où ils acceptent mon truc uniquement après que j'ai fait semblant d'être furieux. Alors, après, vous avez une boîte de production qui s'appelle Starlet. Hein? Non? Starlet? Starlet, non? Non, Vamp. Vamp. Et alors, vous voulez faire un film et vous appelez... Il faut travailler les trucs avant. Vous appelez Lustiger. Ah oui. C'est génial. Qui vous raccroche le cardinal. Mon cardinal, c'est Vamp Production. Il dit quoi? Il pensait que c'était une blague, quoi. J'ai dit non, Vamp Production. Il dit non, j'ai pas le temps, au revoir. Oui, il pensait que vous produisiez des films porno. Oui, bien sûr. Oui, c'était une sorte de dorsel ou de je sais pas quoi. Alors en 90, c'est né Félix, votre fils. Ouais. Vous voulez faire un documentaire sur l'accouchement et vous êtes tellement ému que vous pétez la caméra quand il sort. Ouais. Mais non, mais parce que en plus l'accouchement de ma femme, donc j'étais tellement là que je me mets à faire un documentaire sur les infirmières. Sage-femme, alors les conditions de travail, les machins, enfin, etc. Et ma femme, elle était étrangement en train d'accoucher, quoi. Elle se dit, mais il est fou, quoi. Il fait une interview pendant que je... bon, etc. Et du coup, quand le bébé arrive, je fais tomber ma caméra. Fils, ça lui a bien réussi. Ouais, alors, vous avez été sauvé, et ça c'est une anecdote géniale, vous avez été sauvé par une photo de Félix bébé, à Bucarest. Ah oui. Pendant la révolte des mineurs, je faisais un film là-bas
Et ça se passait très mal pour moi et pour Bucarest, pardon. Et je ne savais pas comment faire, j'étais encerclé, j'étais mis contre un truc comme ça, les mecs me cognaient, etc. Mon passeport, je leur file, genre, ils déchirent mon passeport, enfin bon, ça allait très mal. Je ne savais pas quoi faire. Et brusquement, j'ai une idée magique. Je sors la photo de Félix qui venait de naître. Et le mec, il a été ému. Ou il m'a pris pour un très con, ou il venait lui-même d'avoir un fils, ou je ne sais pas quoi. Il dit, my son. Et hop, ils m'ont raccompagné à mon hôtel dans un cortège de bravos. Oui, parce qu'il y avait des explosions, Bravo, les j'exagère un mineurs peu. vous piétinaient, c'était terrible. Ah, mais c'était très violent, Ah oui, la c'était- révolte, Ouais, c'est connu. c'était Hein. très terrible. Alors, d'ailleurs, c'est assez amusant quand vous appelez François Mitterrand dans votre livre, parce que j'ai relevé tous les termes, on va faire de l'analyse stylistique de Serge Moiti. Vous l'appelez grand sauveur suprême, Dieu, leader céleste, le grand homme, le sphinx, Mais je ne disais prince. pas ça, évidemment. Ouais. Non, mais on se marrait entre nous, quoi. Alors, maintenant, on va parler d'une autre figure politique, et là, c'est très intéressant. Vous avez fait un livre sur lui qui s'appelle Le Pen, vous et moi. Ah. L'horreur. L'horreur commence. Je faisais une série de films sur la haine antisémite dans le monde. Voilà. Ça a commencé comme ça. Hein. Et donc, au retour du Japon où j'étais allé, où j'avais même filmé des antisémites japonais, ce qui était étrange. Enfin bon, ça fait rien. Et je l'appelle Le Pen, et je lui dis, il me connaissait de nom, mais pas... Bon. Et je lui dis, j'aimerais bien vous interroger sur l'antisémitisme, etc. Il me dit, ah, parce que vous pensez que je suis antisémite. Je dis, j'ai quelques présomptions. Je veux pas... Bon, etc. Donc, il me dit, venez me voir demain, ce qui était étrange déjà. Je le reçois, il savait tout sur moi. J'étais fils de déportés, juif, tout ça, etc. Et il recommence à me dire, le point de détail, c'est la Shoah, etc. Et vous voyez, il y a un complot judéo-maçonnique. J'étais à la fois juif et franc-maçon, ce qui tombait mal. Et bon, mais on parle. Moi, j'ai comme principe de jamais être dans l'empathie quand on me parle. Ça se voit. Non, mais je n'ai pas à juger. Et je ne suis pas là pour les mettre dans l'embarras. Je suis là pour les mettre dans un rapport de... Il faut qu'ils parlent. Et je voulais qu'ils crachent son truc, Mitterrand. Mitterrand aussi, là. Mais Le Pen. Et il a craché? Ah oui, bah, il m'a dit des choses épouvantables. Qu'est-ce Épouvantables. qu'il vous a dit? Bah, ça, quoi. Le complot juif mondial, dont vous êtes d'ailleurs vous-même un des représentants, enfin bon, etc. Alors moi, j'ai une anecdote. On la coupera peut-être au montage parce que j'ai pas envie d'avoir un Vas-y procès. vite, hein, parce que... On a 5 minutes? 10 minutes? Ouais, 5. 5. Alors, j'ai une chose que m'avait raconté Laurent de Saint-Afrique, qui est un peu son bras droit, voilà. Laurent de Saint-Afrique m'a raconté quelque chose, c'est qu'il m'a dit que Le Pen n'était pas spécialement antisémite à la base, avait fait le... Alors, je vais vous demander votre avis. Oui, avait fait le dérapage du détail, qui était un vrai dérapage, c'est-à-dire que ce n'était pas préparé, il n'avait pas... À l'époque, il ne s'intéressait pas spécialement à la question de chambre à gaz et il n'était pas négationniste. Et qu'en fait, comme toute sa vie, le détail lui a flingué sa carrière, il est devenu négationniste à cause du détail. C'est pas être négationniste, le détail, c'est minorer Oui, la Shoah. Non, c'est pas tout à fait pareil. Laurent m'a dit que Le Pen pensait qu'il n'y en avait pas eu. Ah, ça, je sais pas. Puisque à la fin, le dernier entretien qu'on a eu 25 ans après, c'était de me dire, vous, votre père, il est revenu de camp de déportation, le mien, il est mort en mer. Donc genre, arrête tes conneries, quoi. Vous voyez, c'était plutôt ça. C'était minoré. Ce que m'avait dit d'ailleurs Wałęsa, en icône de la gauche pourtant, en Pologne. Je lui ai dit, parce que les camps étaient d'abord là-bas, en Pologne. Et Wałęsa me dit, lâche Wałęsa. Hein. Et il me dit, c'est pas vrai, ils sont pas morts, ils sont cachés. Ils ont changé de nom, ils sont là. Vous voyez, il y a une espèce de fascination dans l'antisémitisme du juif, qui a à la fois le fric, le pouvoir, le machin, etc., et qui ne meurt pas, d'une certaine façon. Donc ça me fascinait, l'antisémitisme. Moi, j'étais en plein dans tout ça. Ça me fascine toujours, d'ailleurs. Et ce qui est étonnant, c'est que ce que Saint-Afrique me disait, c'est que finalement, quand Le Pen a fait le détail, il n'était presque pas antisémite. C'est lui qui dit. Hein. Et il est devenu antisémite. Ah, peut-être, je sais pas. Il est devenu, en fait. En tout cas, moi, j'ai plus il vieillit, plus il l'est. Ah oui, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai eu des bons rapports avec lui. Oui. Par ailleurs, ce qui m'a valu les emmerdes à gauche monumentaux. Comment tu peux être avec ce mec? Filmer ce mec.
Ben, j'ai dit, écoute, il faut le faire parler. Et quand j'étais patron de France 3, je disais à mes rédactions, le FN n'est pas interdit, vous n'avez pas à l'interdire d'antenne. Oui, parce que vous avez filmé des moments. Vous racontez, je crois, c'est un moment très beau, sympathique, où il se met à danser aux Champs-Élysées. Oui, enfin, Oui, voilà. c'était un type qui chantait très bien, qui connaissait plein de poèmes et tout ça, et qui picolait avec moi. Donc c'était sympathique. Et on ne parle pas que de la Shoah quand on est avec quelqu'un. Et c'est Darmanin qui, hier, a dit c'est un parti satanique. Et ben, c'est tout ce qu'il ne fallait pas faire. C'est absurde. Il n'y a pas de Satan dans le monde. Il n'y a pas de diable dans le monde. Il n'y a que des gens qu'il faut combattre. C'est pas, vous comprenez ce que je veux dire? Moi, il fallait que je combatte Le Pen, mais surtout pas le traiter de diable. C'est ce qu'il attendait. Il espérait qu'on le traite de diable. Vous voyez? Il y a le plus grand chasseur d'antisémites qui est dans cette salle. Qui? Je ne vous dirai pas qui. Enfin bon. Alors, ça, c'est une très très belle histoire qui résume beaucoup Le Pen. Quand Le Pen passe au second tour, vous êtes dans son bureau avec lui. Je suis seul. Seul dans son bureau avec lui. Et là, il n'est pas du tout content. Non. Il dément maintenant. Mais je suis témoin et je l'ai même filmé. Et il me dit où elle est ma division d'Astreich, hein? Où elle est ma division d'Astreich? Qui je vais mettre à l'Élysée? Qui je vais. Bon, enfin, il était très mélancolique, en fait. Ça arrivait trop tard dans sa vie. Enfin, puis ce qu'il aimait, moi, c'était, à mon avis, le combat politique, mais sûrement pas le pouvoir. Il n'avait pas envie de pouvoir. Et Mitterrand m'avait dit une phrase terrible sur lui, magnifique d'ailleurs. Il m'avait dit c'est un soifard de buvette de l'Assemblée nationale. Il ne le prenait pas du tout au sérieux, d'où le côté législative, proportionnelle, tout ça, etc. Il ne le prenait pas du tout au sérieux. Et j'avais été donc tout à fait étonné de cette façon qu'il avait de ne pas être content. Et donc je rentre en voiture, là, comme ça, et je vois et j'entends à la radio surtout qu'il y a des mecs qui manifestent F comme fasciste, N comme nazi. Alors que je les avais vus tous, je ne peux pas en dire plus. Pas du tout dans cet état-là, au siège du Front National. Ils n'étaient pas bien. Et donc, je rentre chez moi et dans la voiture, je me mets à pleurer. Vous voyez? Parce que j'avais l'impression d'avoir joué un rôle pendant tellement d'années. Tout ça pour faire parler. Pour faire mon métier de... La subjectivité, l'empathie est une subjectivité. C'est ma seule subjectivité. C'est-à-dire que quand je tourne, je deviens l'autre. Et avec tout le monde, hein, pas seulement avec Le Pen, avec tout le monde. Il y a une phrase terrible de Manu de Staël, je crois que c'est dans la bio de Le Pen par Péan et Cohen. Oui. La phrase en exergue, c'est « tout comprendre, c'est tout pardonner ». Et alors? Non mais... Le mot de la fin? Et alors? Très bon mot de la fin. Non mais, et alors, je vais avoir 75 ans, j'ai eu du bol, tout le temps dans ma vie professionnelle. Maintenant c'est moins facile. Mon fils a fait un film sur moi qui est passé sur Arte, qui s'appelle Portrait de mon père. Et je dis ça sans arrêt, et lui me dit arrête de faire chier papa, écoute, tu as une vie formidable et tu vas continuer, etc. C'est difficile d'avoir 75 ans au mois d'août. Et d'ailleurs, vous avez fait un film qui s'appelle Adieu Le Pen, Ouais. où on voit à la fin Le Pen réciter du Musset. Ouais. Et alors? Non, pourquoi avoir fait Adieu Le Pen? Parce que c'était fini avec lui. Oui. Et pourquoi vous êtes volonté d'en finir Non, là vous couperez la fin, parce que c'était mieux de terminer sur moi. Oui, c'était mieux de terminer sur lui alors. Non, on est d'accord. Parce que je ne sais plus de quoi il parle en plus. Non, mais c'est que pourquoi vouloir finir avec Le Pen sur... Bah, je sais pas, il fallait bien que je trouve un titre, quoi. Pas... Ouais. Non, je sais pas. Non. On finira sur le « et alors ». Non. Sur les 75 ans. Ah oui, parfait. Voilà, Ça, j'y c'est tiens une très beaucoup. belle fin. Non, j'y tiens beaucoup parce que c'est difficile d'avoir 75 ans, d'avoir commencé si tôt dans le métier. Ouais. Et d'avoir été un pape du métier, d'une certaine façon. J'ai vu le président du CSA récemment qui m'a dit « Vous êtes une icône de l'audiovisuel, etc. » Donc je préfère garder ces trucs-là, mais c'est difficile parce que je me vis, moi, comme un type qui n'a pas fait des choses formidables. Donc voilà. Serge Moati, mille merci. Mais c'est moi. Merci à vous tous. À très bientôt. Salut, F Fraternité. Bravo.